Bonjour, bienvenue chez Bureau Box. Ce matin, nous avons la conférence sur les 11 clés de la pleine confiance pour être un entrepreneur à succès. Et je vous remercie tous d'être venus nombreux à cette conférence. Et certains d'entre vous, bonjour à toutes et à tous. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de me présenter en quelques secondes, je voudrais remercier Catherine Maringue et le bureau de me proposer de venir faire une petite présentation. C'est vrai que je vous explique la raison de ma présence. On travaille en partenariat ensemble, mon entreprise Centre de formation et les 2-3 entreprises qui sont ici, dont Catherine et Nathalie sont les patronnes depuis quelques mois, voire quelques années. Elles m'avaient vu, je crois, une fois en conférence au salon Bio & Co de Metz. Et puis, c'est tissé une relation de confiance. J'ai formé tous ces apprentis stagiaires qui travaillent pour eux. Alors, qui je suis? Déjà, je vais vous dire un petit peu qui je suis. Mon nom est Christophe Médici. J'ai deux, trois petites casquettes. Je suis formateur d'adultes depuis 25 ans, donc ça ne rajeunit pas, j'ai 48 ans. Je suis coach aussi, je suis auteur de 19 livres en 19 ans. Vous en voyez quelques-uns là, dont un ou deux ont à voir, les trois même ont à voir avec la conférence de ce matin, puisqu'on va parler de la confiance. Et un de mes best-sellers s'appelle « Dites oui à la pleine confiance ». Voilà. Hein. Je suis le fondateur, alors j'ai cofondé plusieurs centres de formation depuis 2007, j'avais fondé même avant Argos Euroformation avec 2 associés, puis après Asfor, et maintenant, puisque je suis le fondateur d'une méthode qui s'appelle la haute qualité relationnelle, qui est protégée à l'INPI et labellisée depuis 2008, on forme à ça et à la pleine confiance. On en a 2 noms, l'école de la pleine confiance et HQR Formation, et j'ai un centre à Paris, voilà, on forme des gens de tout secteur d'activité, on parlait de votre secteur, on parlait aussi secteur de l'automobile, j'ai formé des managers d'autodistribution, secteur, n'importe quel, enfin bref, tout type de gens. Voilà, et puis aussi je suis un homme de médias. Parfois, il vaut mieux le taire quand on sait ce qu'il y a à la télé, à la radio, mais il reste encore 5-10% d'émissions qui peuvent être encore intéressantes. Je suis dans des émissions de bien-être, notamment avec ma meilleure amie qui s'appelle Brigitte Lahaye. Alors avant, on était sur RMC, maintenant on est sur Sud Radio. Qui nous écoutait un peu une fois, écoutez Lahaye, l'amour aurez-vous? Jamais, jamais, jamais. Ben ouais, pourtant, c'est national. Et c'est une émission qui aide à améliorer les relations de couple, parce que moi, je marche sur 2 pieds. Vous allez voir mes 2 jambes, ma méthode, elle est à la fois pour améliorer les relations au travail, mais aussi les relations dans le couple. Parce que je pense que l'amour et le travail sont quand même 2 piliers de la vie importants et que finalement, on n'a pas appris grand-chose à l'école là-dessus. Alors, qu'est-ce que je vais vous transmettre pendant ma petite intervention? Parce qu'après, j'aimerais que ce soit interactif, comme on n'est pas nombreux, hein, que vous me posiez aussi des questions. Je vais vous donner 11 clés sur la confiance en soi. Comment atteindre la pleine confiance, que je crois qu'il y a des créateurs d'entreprises. Et vous allez voir d'ailleurs que quel que soit le secteur d'activité qu'on a et quel que soit son âge, la confiance en soi, c'est essentiel. Le problème central de tous les êtres humains, et je pèse mes mots, c'est leur estime d'eux-mêmes et leur confiance en eux. Et tu ne te réveilles pas tous les matins en sachant où tu en es au niveau de ton estime et ta confiance en toi. Donc je vais vous donner 11 clés. Puis je vais vous donner aussi un atout-maître, que je pense être un atout-maître qui va vous permettre vraiment, à vos souhaits, de vraiment faire la différence. Et peut-être une potion magique, puisque c'est Astérix en ce moment, à la fin, en conclusion, je vous donnerai une potion magique. L'idée étant que ce soit très concret et que la méthode que j'ai créée en 2008 est fondée sur l'écologie relationnelle. L'écologie, ça parle à tout le monde. L'écologie relationnelle, c'est quoi? C'est éduquer sa manière de communiquer pour ne pas s'envoyer des messages toxiques. Et c'est bicéphale, pas s'en envoyer à soi-même et pas s'en envoyer à l'autre, son manager, son collègue, son mari, ses enfants, que sais-je, moi, ses copains et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez qui était Eric Tabarly? Qui se souvient d'Eric Tabarly? Cet grand navigateur. Et il dit, la confiance est un élément majeur, sans elle, aucun projet n'aboutit. Que ce soit monter une entreprise, que ce soit réaliser quoi que ce soit, atteindre n'importe quel objectif, on va le voir, la confiance est centrale. Et je pense que la confiance, vous allez le voir, est reliée aussi à la communication inter- et intrapersonnelle. C'est pas pour rien que je commence par parler de la communication. Je voyais des gens qui font des yeux comme ça. C'est complètement corrélé. Ce qu'on se dit, ce qu'on entend, mais aussi les messages qu'on reçoit. Les choses qu'on entend. Je crois que madame, vous m'aviez parlé à un moment donné, vous étiez dans une entreprise à l'époque, avant de monter votre entreprise, vous voyez, il y avait des gens toxiques. Eh bien, on va en parler des gens toxiques. Eux, ils attentent du verbe attenter à la confiance en soi des gens. Voilà. Ça va pour tout le monde? Je suis clair? Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. D'abord, peut-être en définissant la confiance en soi, comme dit mon ami Tony Robbins, parce que je donne souvent des conférences aux États-Unis et au Québec. Vous voyez, ce livre-là, il est paru en 2018. Et après, les éditions de l'Homme Québec Or ont adoré ce livre. Il avait été considéré comme livre nommé. Bonjour monsieur. Et ils l'ont pris. Et par contre, ils ont changé complètement la couverture. Vous avez vu? Ils ont pris un papillon violet. Mais c'est le même livre. Mais celui-là, il est lu par les Québécois. Ils ont juste changé en dessous. Là, il y avait marqué 100 exercices pour changer votre vie. Et là, c'est 100 exercices pour changer 2 vies.
voyez, mais là, tout est violet à l'intérieur. Là, c'est la substantifique moelle un petit peu de ma présentation de ma conférence sur comment on dit oui à la pleine confiance, comment on muscle sa confiance en soi. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est la confiance en soi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quand on parle de quelqu'un, on dit « Ah, lui, il a confiance en lui, elle a confiance. Elle est moyenne, et lui, il n'a pas confiance en lui, elle n'a pas confiance en elle. » Qu'est-ce que c'est? Ça vient du latin fides, qui veut dire fidélité, et confidere, qui veut dire confier, comme on confie un secret. En fait, la confiance en soi, c'est croire en soi. Et d'ailleurs, cette différence entre souvent, je ne prends pas tout des États-Unis, hein, il y a plein de choses à changer, et je préfère parfois aussi la culture française, il y a plein de belles choses dans tous les jardins. Mais les Américains, eux, dès la maternelle, on leur apprend la confiance en soi aux petits-enfants. Et c'est vrai, les petits Américains, c'est quelque chose qui est ancré très tôt. Or, nous, en France, on a un système un peu sadomaso, surtout notre système scolaire, où on pointe du doigt ce qui ne va pas, ce qui est nul, ce qui est mauvais, ce qui est bad, tu vois ce que je veux dire, et pas la confiance en soi. Ce qui fait qu'on est un peuple où beaucoup de gens, en termes de confiance en soi, par exemple, bravo, vous êtes lancé, vous avez monté votre entreprise, bravo, vous avez d'autres qui font des expositions, vous êtes coach, vous voyez, à un moment donné, il faut que tu muscles la confiance en toi pour te dire, mais j'ai le droit d'y aller, je suis capable de le faire. On n'est pas tellement aidé dans notre pays, on peut monter une entreprise, pas vrai Catherine, en se disant, je vais y aller. Et là, je vais vous montrer que dans ma méthode pleine confiance haute qualité relationnelle, elle transmet des outils relationnels. Et notamment, vous voyez, donc il y a les outils relationnels envers l'autre, envers soi. Voici quelques-uns de mes 19 livres. Ça, c'est la Bible de la HQR que j'ai écrit en 2008. Ça, c'est la HQR à l'école. C'est le couple. J'ai écrit beaucoup de livres sur la relation de couple. Alors, il y a Savoir gérer un conjoint toxique, le couple haute qualité. Et puis, il y a les livres sur les différents types de management dont on parlait tout à l'heure avant que les gens arrivent. Sur un certain type de management qui, justement, casse la confiance en soi des gens dans plein de boîtes. C'est pour ça que ma méthode est aussi une méthode de prévention des risques psychosociaux. Pour améliorer les relations dans les services, entre les équipes. Parce que moi, je crois que le bien-être, c'est rentable. Et je pense que mettre des équipes à gérer les conflits et avoir une écologie relationnelle entre eux, ça donne d'abord un mieux-être au travail. Et c'est le contraire qui se passe dans plein de grosses boîtes. Il y a un mauvais climat relationnel. Levez la main si vous me suivez. Qui a déjà senti ça? Madame, vous l'avez dit tout à l'heure, ben, c'est vrai, vous avez vécu ça. Plein de gens peuvent se dire qu'ils ont connu des endroits où il n'y avait pas un bon climat relationnel. C'est clair ou pas? C'est clair? Bon. Alors, première clé, les 5 piliers de la confiance en soi qui sont dans mon livre. Et on va les détailler les uns après les autres. Le premier pilier de la confiance en soi, vous pouvez le marquer, c'est le sentiment de sécurité intérieure. Se sentir sécure ou insécure, c'est très lié à la confiance en soi. Mon ami Boris Cyrulnik dit qu'il y a 2 familles d'êtres humains sur la Terre. Tu as des gens qui sont plutôt à dominante insécure. Insécures sur un plan psycho-émotionnel, ils ne sont pas très sécures, ils ne sont pas très à l'aise, ils ne sont pas très bien. Puis tu as les gens sécures. Et là, il y a marqué, c'est une autre des clés, parce que ça, c'est la clé numéro 1 en fait. Avoir un sentiment de sécurité intérieure, c'est la clé numéro 1 de la pleine confiance. Et vous savez, c'est pas mettre 4000 personnes dans une salle en les faisant sauter comme des cabris, comme certains coachs qui sont de mes copains et collègues, parce que 4000 personnes, tu leur fais pas travailler leur sentiment de sécurité intérieure. Il faut des petits groupes, jusqu'à 20 personnes, 23 personnes, pas 4000. Parce qu'il y a marqué quelque chose en rouge en dessous qui est important, parce que ce sera une autre clé, et je vais vous le détailler, comment on travaille la sécurisation de son sentiment de sécurité intérieure. Comment ça se travaille? Comment ça se travaille ça? D'abord, comment tu sais toi si tu es sécure ou insécure? Comment tu le sais? Pas simple. Comment tu te sens? Ben déjà, regardez ce que je fais là. Moi qui suis conférencier professionnel, parfois j'ai 4000 personnes devant moi au Grand Rex ou dans les grands salons où je suis invité. Là, on est 12, on est 2, là, on est un petit comité. Alors je pourrais m'asseoir, on est tranquille, vous allez me poser des questions tout à l'heure. Vous savez que ça, c'est la cause de stress numéro 1 des Français, ça? La prise de parole en public. Même pour faire un témoignage, le mariage de ta cousine Isabelle, tu vas flipper pendant 6 mois avant. Oh, qu'est-ce que je vais dire? Je dois faire un petit discours, comme le film Le Discours, hein, tu te rappelles? C'est une grande peur parce que les gens sont insécures et il y a des choses qui vont se réveiller qui viennent de leur enfant intérieur. On va en parler dans quelques minutes. Vos problèmes de confiance en vous, le problème, c'est qu'ils ne viennent pas de votre dernière problématique au travail, ils ne viennent pas de votre dernière rupture amoureuse, ils ne viennent pas de ton souci avec ton collègue il y a 2 ans. Non, ils viennent d'il y a très très loin. On va en parler tout à l'heure. D'accord? Ça vous va? Le deuxième pilier, c'est l'affirmation de vos besoins. Vous connaissez le mot s'affirmer, avoir de l'affirmation de soi? D'où ça vient ça? C'est rendre ferme les choses. Tu as des gens, ils sont incapables d'affirmer leurs besoins. J'ai besoin de, aujourd'hui j'ai besoin de ça. Maintenant, à ce moment-là, dans cette situation, dans cette relation, j'ai besoin de ça. Ça va? Les gens n'affirment pas. Ça, c'est la clé numéro 2.
il faut être capable, et j'ai un trousseau dans les 3 trousseaux de ma méthode HQR qui s'appelle le trousseau force, et c'est important d'avoir, en cas de force majeure, de la fermeté, pas de la fermeture, de la fermeté. Affirmer ses besoins en couple. Il y en a qui en sont incapables. Dans la famille, il y en a qui, alors dans l'entreprise, n'en parlons même pas, surtout si tu as un manager toxique, affirmer tes besoins. Ça va la deuxième clé des 11 clés, affirmer vos besoins. La troisième clé, et ça c'est important, c'est acquérir des compétences et être capable de les mettre en pratique. Ici, là, dans notre pièce, là, tous ensemble, je suis sûr qu'on ferait un tour de table avec tout le monde. Tout le monde a des compétences. Madame, vous avez des compétences. Madame, vous en avez d'autres. Moi, j'en ai d'autres. D'autres en ont d'autres. Et ça te muscle ta confiance en toi. D'être capable de dire, j'ai des compétences et je les mets en pratique sur une certaine scène. Et j'ai des gens qui me disent, bah, ça m'apporte quelque chose que vous faites. Alors après, c'est comme tout, hein. Tu as des gens qui sont moyens, d'autres passables, d'autres qui sont des charlatans. D'autres sont très mauvais, hein, mais ça c'est valable pour tout secteur d'activité, puis d'autres des bons, des très bons, des excellents, le top du top. Ça dépend, mais ce n'est pas lié à ça. C'est que le problème, c'est qu'il faut avoir vraiment la capacité de mettre en pratique tes compétences. C'est pour ça aussi on est un peuple, en ce moment, notre situation en France est quand même pas terrible, parce que pour la jeunesse, parfois elle sort de ses études, et on ne lui donne pas la possibilité d'utiliser ses compétences. On ne donne pas tellement de place. On a quand même un délit de jeunesse dans notre pays. Un pays un peu gérontophile, et les jeunes, moi j'ai des enfants qui ont à peu près la vingtaine, c'est dur. Je crois que notre président de la République avait dit ça il y a quelques années, c'est dur d'avoir 20 ans en 2020, vous vous rappelez, il avait dit ça. C'est pas simple d'avoir 20 ans, hein, de commencer sur le marché du travail aujourd'hui, je peux te dire. Levez la main si vous êtes d'accord. Je me sens un peu moins seul. Là, vous êtes d'accord au fond? Ben oui. Ouais, et je crois que les 20 ans comprennent. Les 20 ans comprennent. Les quadras un peu moins, les quinquas un peu moins, et puis d'autres un peu pas. Et puis après, il y a la BP, la banque parentale, et puis les grands-parents qui aident énormément parce qu'eux, ils savent. Ils savent que c'est pas simple pour leurs petits-enfants. Alors, la quatrième, c'est atteindre ses objectifs. Levez la main, je vais faire juste un petit test entre nous, là. On est le X février, le 8, non, le 9 février 2023. Qui a défini ses objectifs de l'année? Levez la main. Oh, ben on n'est pas représentatif de la population française. Ben vous êtes coach, c'est normal. Vous savez qu'il y a à peine 12% des Français qui définissent leurs objectifs de l'année. Les gens, vous savez, le marronnier début janvier, moi je travaille à Sud Radio, je travaille à France 3 Paris Île-de-France, c'est vous avez pris vos bonnes résolutions, t'as pris, mais c'est pas, n'est-ce pas Madame la coach, c'est pas des objectifs, c'est pas des bonnes résolutions. Un objectif pour qu'il soit clair, eh bien, vous pouvez encore, hein, on est en février, ceux qui n'ont pas levé la main, définissez vos objectifs. Ils doivent être smarter. Alors, comme je sais que beaucoup de centres de formation disent que smart, mais moi je dis smarter. Je vais essayer d'en trouver un qui écrit. Parce que définir vos objectifs, les écrire et les mettre chez vous quelque part, les mettre, les voir chaque jour, c'est important. D'abord, un objectif, pour qu'il soit important, il doit être intéressant, il doit être spécifique. Spécifiquement, qu'est-ce que tu veux? Par exemple, si tu veux perdre du poids, spécifiquement, tu mets spécifique, je veux perdre, ça doit être très spécifique. Ensuite, ça doit être mesurable, un objectif. C'est le M. Ça doit être atteignable. Une personne qui dit, tiens, je vais être chirurgien, alors qu'elle n'a même pas fait d'études de médecine, je vais être chirurgien dans 3 ans, est-ce que c'est atteignable? Réponse, non. Ça doit être atteignable. Donc, ça doit être réaliste, ça doit être temporellement défini, en combien de temps je veux atteindre ça, qu'est-ce que je veux faire. Et puis, ça doit être, et ça c'est un mot malheureusement en français, mais depuis quelques années c'est l'enfer, ça doit être enthousiasmant. En France, on est en dessous du niveau de la mer au niveau de l'enthousiasme. Le waouh effect, on connaît à peine. Hein. Non mais c'est terrifiant. Ça doit vous emballer, sinon vous ne bougerez pas, vous ne travaillerez pas. Quand vous avez monté votre bonhomme, vous étiez enthousiaste, on est d'accord? Et donc vous y êtes allé. Quand tu as envie de quelque chose, tu es enthousiaste. Et là tu fais. Notez cette phrase d'Henry Ford. L'enthousiasme est à l'origine de tout progrès. On ne peut pas progresser dans quoi que ce soit. Un sport, une activité culturelle, intellectuelle, le business, ce que tu veux, quelque chose, si tu n'es pas enthousiaste. Atmos, souffle de Dieu. Quand tu es enthousiaste, vous avez vu comme je suis quelqu'un d'enthousiaste, moi? Pas rien, hein? Eh bien, tu es dans le souffle de Dieu. C'est-à-dire que tu es habité par ton métier. Tu es habité par ce que tu as à faire. Et tu penses, et tu as raison de le croire, parce que c'est ça la confiance en soi, que les gens ont besoin de ton talent. Que les gens ont besoin de toi à ta place là où tu es sur la terre. Ils ont besoin de toi. Et si tu ne crois pas ça, et ça c'est pas une croyance limitante celle-là, c'est une croyance excellente pour ta confiance en toi. Il faut que tu penses que, même si tu es peintre, ben, tu dis, ben voilà, mes peintures,
C'est quoi ça? Ah, je crois que c'était le truc qui marchait. Non, c'est un... Ah, on entend quelque chose. C'est pas grave. Voilà. Et puis, il reste R, de Smarter. Il faut être capable de vous récompenser à chaque petit pas réussi. On atteint ses objectifs, mais step by step. Les Américains, ils appellent ça la théorie des baby steps. On avance step by step. Mais en tout cas, il faut que vous puissiez apprécier vos succès de chaque jour à leur juste valeur. Vous voir comme quelqu'un qui avance chaque jour. Finalement, on l'a vu, c'est assez court. Hein. Titre de l'autobiographie de Maurice Genevoix, 30 000 jours. Une vie, c'est 700 000 heures pour quelqu'un qui va vivre 84 ans. Donc, chaque jour compte pour ton bonheur. Quand tu dis un jour, je serai heureux quand j'aurai... Non, maintenant, c'est important. Comme disait mon prof Michel Serres, il aimait beaucoup cette phrase de Gandhi qui dit, j'ai un petit côté Lucchini, moi, hein, je fais beaucoup de citations, l'avenir, c'est ce que je fais maintenant. Maintenant, en tenant par la main. L'avenir est là. Là, ce 9 février à Metz. Et le problème des humains, c'est que même quand ils atteignent des choses chaque jour, ils ont cette problématique avec l'équation de William James, là, c'est William James qui c'était. William James, c'était le Freud du 19e siècle, si vous voulez, d'accord, hein, c'était le grand homme psychologue à la fin du 19e siècle américain. Si vous saviez le nombre de livres que William James a écrit. Et par rapport à l'estime de soi, pas la confiance, l'estime de soi, on travaille aussi pendant les stages HQR, mais avant, au niveau 1, on travaille l'estime de soi, mais aujourd'hui, je vous fais la pleine confiance, je vais faire 11 clés sur la confiance en soi. Il dit, le problème des êtres humains, c'est qu'ils divisent toujours leur succès remporté par leurs prétentions. Et donc, ils ne sont jamais contents, finalement. Parce que tu as toujours un idéal du moi, comme aurait dira Freud 30-40 ans après. Et donc, tes succès remportés, tu penses, ouais, c'est que ça, oh là là, c'est pas ça que je voudrais. Mais c'est déjà génial. C'est l'inverse qu'il faut faire. Parce que si tu fais succès remporté par prétention, tu es toujours malheureuse. Ça va pour tout le monde? C'est la problématique des perfectionnistes, ça. Vous les connaissez, les perfectionnistes? Ouais. Vous êtes une perfectionniste. Le perfectionniste, il n'est jamais content de boulot parce qu'il dit, mais c'est pas au top. C'est la personne qui déchire 40 fois le truc qu'elle a fait. Ça parle à qui? Levez la main. Ah, il y a des gens qui ont un masque de saboteur, de perfectionniste. On va en parler dans quelques minutes parce que je vais vous parler de mon best-seller d'il y a 2 ans. Là, je viens de finir un TEDx là-dessus, messieurs, dames, qui a été fait en novembre. Qu'est-ce que vous dites, madame? J'ai lâché maintenant la perfection. Vous poserez des questions après, alors vous me poserez des questions après là-dessus. C'est un des masques. Alors, clé numéro 1, c'est le sentiment. Clé numéro 2, l'affirmation. Clé numéro 3, clé numéro 4, clé numéro 5. Il ne faut pas croire qu'on est seul sur la Terre. On a besoin d'une reconnaissance des autres. Bien sûr que la première des reconnaissances, la plus importante, c'est la reconnaissance de toi à toi. Mais la vérité, s'il n'y a pas d'autres, il n'y a pas de confiance. S'il n'y a pas d'autre, il n'y a pas ça, parce que d'abord, dès l'enfance, dès la prime enfance, dès ce qui se passe dans les 6 premières années de la vie, tous nos parents, ils avaient un bouquin quand on était gamin, je ne sais pas pourquoi ils avaient tous ce bouquin dans leur bibliothèque, d'un mec qui s'appelait Dodson, dont le titre était « Tout se joue avant 6 ans ». Qui se rappelle de ce bouquin? Vous vous rappelez? Tous nos parents l'avaient. Mais tous nos parents l'avaient. Eh ben, au revoir, c'est fini, au revoir, 6 ans un jour, j'ai plus besoin de bosser, c'est fini, je peux même... C'est n'importe quoi. Mais c'est vrai que ça ne détermine pas les 7 premières années de la vie. Par contre, Dolto et tous l'ont dit, ça incline beaucoup. Mais là, c'est pareil, ta confiance en toi, ses racines, elles viennent de là. Et la reconnaissance par les autres, c'est que les autres te disent, c'est bien ce que tu fais, merci pour le travail que vous faites, merci pour votre entreprise, merci pour le cadeau que vous nous faites, merci pour le don, merci pour la conférence, merci pour le coaching, merci, vous voyez ce que je veux dire? On a besoin d'une reconnaissance des autres. Levez la main si vous me suivez un petit peu, je suis clair ou pas. Si tu n'as pas de reconnaissance des autres, ça ne muscle pas ta confiance en toi. Et le problème, c'est qu'on parlait de certaines boîtes, enfin, on va être très clair, je suis un psychosociologue du travail et un formateur depuis 28 ans. Quand tu travailles, tu as 2 rétributions. Vous, et on est 8 milliards comme ça. Hein. Une rétribution classique, c'est le salaire. Tout le monde mérite salaire, d'accord? Mais une rétribution symbolique, c'est la reconnaissance. Et des 2, la plus importante pour la santé mentale, c'est la reconnaissance. Christophe Dejourdeau le dit, Christophe André le dit, Mathieu Ricard, je le dis, tout le monde le dit. Et de quoi on carence plein de gens dans des boîtes? On les carence en reconnaissance. Et nous, après, les formateurs, on vient, ou les coachs, et on a des gens en burn-out qui est en passe de devenir le mal du siècle. Parce que Dieu sait si on voit des gens, plein de gens en burn-out, tout secteur d'activité. Et ma méthode est reconnue comme une méthode qui améliore et qui aide à ou éviter ou à sortir du burn-out. Parce que je suis persuadé, moi, c'est lié à la communication inter- et intrapersonnelle entre les managers et les salariés, entre les directions, les managers et les salariés. Ça, c'est pour la verticalité. Et entre les salariés, entre eux. Je vous assure que c'est vrai. Parce que je forme autant le secteur privé comme le secteur public, je forme plein de mairies de conseillers départementaux, conseillers régionaux, les managers de... Là, j'ai formé depuis 3 ans toute la mairie d'ici et les Moulineaux.
Et je peux vous dire, voilà, que j'ai formé à la mairie de Cachan, le conseiller départemental du 92. Il y a autant de souffrance au travail dans le secteur public que dans le secteur privé. Hein. Je veux dire, quand tu travailles avec les politiques, tu travailles avec le diable. De toute façon, non mais soyons honnêtes, je les adore. Hein. Petit-fils de politicien, fils de politicien, mais pas politicien moi-même dans la gueule de l'autre, hein, d'accord? Non, pas du tout. Hein. Mais quand tu travailles avec ces gens-là, c'est chaud quand même. Hein. Alors pas tous, les généralités sont idiotes. Trouvez-moi les 10-15% qui sont très bien, je les fréquenterai parce que je les connais pas moi. Mais c'est pas grave, il y en a des très bien. Voilà. Maintenant, on va passer donc à la 6e clé des 11 clés que je veux vous présenter. Guérir, ce que j'appelle dans la méthode haute qualité relationnelle, son enfant intérieur blessé, étouffé, triste et éteint. Alors, les BT, ne dites pas à tout le monde dehors qu'ils ont un enfant intérieur. Hein. Le mec, 59 ans, il a un enfant intérieur, à 63 ans, arrête tes bêtises. Ouais, allez, reprends son Ricard, Jojo. Hein. Bon, faites attention à qui vous allez le dire, mais volins, nolins, votre enfant intérieur, il est là, moi, le mien, le petit Christophe, la petite Catherine, le petit... Quel que soit votre âge dans cette salle et les 8 milliards d'individus, notre enfant intérieur, il est là. Levez la main si vous le suivez, ça va ou pas? Et je suis un peu différent de ce que Lise Bourbeau a dit, ma copine Lise, qui a écrit un chef-d'œuvre absolu et qui est multimilliardaire avec tous les best-sellers qu'elle a fait, sur les 5 blessures de l'enfance. Je vous les rappelle, les 5 blessures par lesquelles tout le monde traverse, et les masques qu'on met, et les solutions. Mais en tout cas, l'enfant intérieur blessé, étouffé, triste et éteint veut dire quoi? Veut dire que si tu as des problèmes de confiance en toi, c'est que ton enfant intérieur a été blessé et qu'il l'est encore. Et si tu ne travailles pas dessus, ces 2 subpersonnalités que je vais vous détailler quand même un petit moment, celui-là et puis le deuxième là, dont je viens de finir, un TEDx, j'ai eu cette chance qu'on m'appelle le Central Supélec pour faire un TEDx qui va apparaître dans quelques jours sur YouTube, et on l'a fait en novembre, une soirée qui s'appelait Au-delà des frontières. Je vais vous en parler parce que c'était ça à voir avec la confiance en soi, le saboteur. Ça, ce livre, c'était mon livre d'il y a 3 ans, et 2 subpersonnalités que je vais vous détailler dans la conférence sont hyper importantes. Votre enfant intérieur blessé, étouffé, triste et éteint, et votre saboteur. Ça, je fais des conférences de 2 heures là-dessus. Libérez votre cerveau de son saboteur. Levez la main, ça va? Ça parle à quelqu'un, le saboteur? Levez la main. Oui. Qui pense qu'il s'est déjà saboté un jour? Levez la main. Mais tout le monde devrait lever la main. Ceux qui ne lèvent pas la main, tout le monde devrait lever la main, évidemment. Hein? D'accord? Ok. Bon, alors qu'est-ce que c'est l'enfant intérieur blessé? C'est le petit Christophe. Le petit Christophe, il est là. Mais c'est aussi la petite Nathalie. Je ne sais pas quel est votre prénom. Marie. La petite Marie, la petite Stéphanie, le petit Alain, il est là. Quel que soit votre âge, que vous ayez 30 ans, 40 ans, 72 ans, 97 ans, il est là. Et il a morflé parfois. Il a pris cher. Ça se voit parfois même sur des visages ou sur des non-verbales, sur votre corps, la manière de m'écouter. Un jour, une dame était au premier rang de UPW de Tony Robbins, puis il dit « Oh, je vais partir parce que vous parlez tout le temps du bonheur, moi je suis heureuse. » Il a dit « Vous êtes heureuse, madame? Alors dites-le à votre visage. » Souris un peu. Il lui avait dit ça. On a morflé, mais après, il faut être honnête, tout le monde n'a pas morflé autant. Il y a des gens qui ont vraiment un enfant intérieur très blessé. On est d'accord? D'autres moyennement blessés, et d'autres pas tellement blessés. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Il y a des gens sécures, vous vous rappelez de le premier pilier tout à l'heure. Mais quand même, on est obligé de dire que si on parle de confiance en soi sans parler de la guérison de l'enfant intérieur blessé, on passe à un cap il faut en parler. Je vous redis les 5 blessures que Lise Bourbeau a détaillées. On traverse, notez-le, du rejet, de l'abandon, de la trahison, il y a la 5e, c'est l'injustice, c'est aidez-moi, il m'en manque un. Et l'humiliation, vous êtes merci, vous êtes adorable, c'est la 4e. Bravo. Et normalement, d'après ça, 1, ce serait le rejet. Tout petit, entre 0 et quelques mois, on aurait vécu du rejet qui, par la mère, parce que la personne la plus importante dans votre vie au tout début, c'est qui? C'est maman. Ça va? Vous suivez? Ça va? Je parle, ça va? Ça va. Ah, t'as vu, elle suit, hein? Ah, elle comprend bien. Parce que j'ai lu beaucoup de... Elle a lu de la psychologie, donc elle connaît. Ah, super, ça me touche. Avoir été rejeté comme Edith Piaf, dont on laisse le couffin sur un trottoir de Belleville, t'imagines le rejet? Bonjour, hein? Bah, t'as vu la vie d'Edith Piaf. D'ailleurs, c'est amusant parce que moi qui travaille à la télé et à la radio, qui suis un petit homme public, pas un énorme homme public, il y a eu un dossier dans Cerveau et Psycho il y a quelques mois, quelques années, qui était génial. C'est pourquoi veut-on devenir star? Mais c'est pas impunément. Le dossier montrait qu'il y a 8 traits cliniques qui se passent entre 0 et 6 ans. Sinon, une personne ne veut pas devenir star. Elle n'en a pas besoin. C'est forcément parce qu'elle a un enfant intérieur
grave blessé. Alors dans tout le dossier, c'était rejet ou mort d'un des parents précoce, oui, perte de la mère très tôt, perte du père, ses parents alcooliques, ses grandes pauvretés. Enfin, il y a 8 traits qui montrent que tu t'appelles Ryan Gosling, que tu t'appelles Juliette Binoche ou un politicien ou un homme de télé, bref, t'as pris cher. Et c'est pour ça que tu as voulu être connu dans le monde entier. Bref, tu as eu un tel manque d'amour. De quoi on a tous besoin? On a tous besoin de quoi? D'amour. C'était clair pour tout le monde, ça? Et de quoi il a manqué, notre petit enfant intérieur, quand il a été blessé? Il a manqué d'amour. Je vous dirai les masques que Lise Bourbeau dit qu'on met suivant les blessures. Donc la première blessure, c'est le rejet, d'accord? La seconde blessure, c'est l'abandon. Alors regardez, il y en a une qui va plus vous parler. Moi, par exemple, moi je suis un abandonnique, et je vais vous expliquer pourquoi. Moi, entre l'âge de 3 mois et l'âge d'1 an et demi, mes parents, ils m'ont mis en nourrice. Mais tiens-toi bien. Ils m'amenaient le lundi matin, ils ne venaient pas me chercher le lundi soir. Ils m'amenaient le lundi matin, ils revenaient me chercher le samedi matin. Pourtant, j'étais fils unique à ce moment-là. Hein. Et ils bossaient tous les deux, mais ils pouvaient venir me chercher. Hein. Non, ils mettaient dans des familles d'accueil. Abandonisme. Forcément. Le môme, il a besoin de quoi entre 3 mois et 2 ans? De maman. Bravo Marie. Et tout le monde. Donc évidemment, ça construit une névrose abandonnique. Et l'idée est de devenir résilient, parce que il faut 20 ans de thérapie, hein, il va falloir payer. Hein, les parents ne payent pas dans ce cas-là. Hein, c'est nous qui payons adultes hein, pour aller mieux. Avoir un semblant d'équilibre sur du déséquilibre. Je dis toujours qu'on est tous des funambules à la Genet. On construit de l'équilibre sur des déséquilibres et tout le monde, il ne faut pas se la raconter. Hein. Tout le monde peut être déséquilibré d'une seconde sur l'autre. Hein. Donc les mecs qui se la pètent, j'en connais plein des PDG, puis ils s'écroulent dans leur bureau. Oh, moi, je suis équilibré, moi. Faites attention à celle qui dit, moi, je suis forte, moi, je suis fort. Hein, pas besoin d'être aidé, moi. Pas besoin d'accompagnement. Ouais. C'est celui qui s'effondre, ça, du jour au lendemain. Levez la main si vous me suivez. Donc, les écoutez pas, ceux-là. Je veux dire, c'est le mec qui dit, ah bon, tu te fais aider, toi, tu fais des formations, tu fais des thérapies, tu fais des coachings, tu fais des analyses, tu fais tout ça. Pas besoin, moi, je suis fort, moi. T'es forte. Montrez ta fragilité. Et peut-être que ton enfant intérieur, il est derrière un bunker plein de béton, mais pourquoi tu n'as pas confiance en toi dans certaines situations? Pourquoi tu as peur en amour? Pourquoi tu as peur de retomber amoureuse ou amoureux? Pourquoi en fait l'amour est très lié à votre enfant intérieur? Tous les thérapeutes de couple vous diront qu'on choisit à 99% du temps une personne qui a la même blessure que nous. Autrement dit, les rejetés s'attirent, les abandonnés s'attirent. Troisième, merci monsieur, c'est l'humiliation. Là-dessus, j'ai un point de désaccord avec... donc la troisième blessure, vous pouvez la noter, c'est l'humiliation. J'ai un point de désaccord avec Lise Bourbeau, parce que moi je pense que tout le monde a peu ou prou vécu, par exemple, ne serait-ce que par des messages qu'on a pu recevoir, que j'appelle dans la méthode HQR des toxicomes, des messages toxiques qui attentent du verbe attenter à ton estime et à ta confiance en toi, des petits, des petites. Qu'est-ce que tu as entendu quand tu avais 1 an et demi, 2 ans? Qu'est-ce que ton cerveau entendait? Est-ce qu'on disait, ah, c'est une femme, c'est une petite fille formidable, ou c'est un petit garçon mignon, ou c'est, mais qu'est-ce qu'il est con, mais qu'est-ce qu'il est con, qu'est-ce qu'on va faire de toi, titre de l'autobiographie de Michel Drucker, un petit coucou à Michel, qui va pas très bien. Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi? Quand tu entends ça, c'est bien pour démarrer dans la vie, pour ta confiance en toi, hein. C'est sûr, hein. T'es nul, t'es un zéro, tu vaux rien, oh là là, elle est incapable de ci, il est incapable de ça. C'est bien pour ton enfant intérieur. Tu sais pas, t'es d'accord, hein? C'est horrible. La quatrième, c'est la trahison. Tu as pu être trahi, qui par un père, qui par une mère, des trahisons de 3 ans, 4 ans, 5 ans, voilà. Et puis la dernière, c'est l'injustice. Alors je vous dis les masques qu'on met. Quand tu as vécu du rejet, le masque que tu mets, c'est la fuite. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que Lise Bourbeau, ça, elle l'explique très très bien. L'enfant intérieur blessé, étouffé, triste, éteint, c'est-à-dire que dans la vie d'adulte, tu en connais des gens souvent qui sont des anguilles, que ce soit dans la vie privée, la vie familiale ou la vie professionnelle, ils ne sont pas complètement là dans la relation. Ça vous parle de certaines personnes, ça? C'est des gens qui ont été rejetés. Et forcément, leur enfant intérieur blessé n'a pas été travaillé, comme de toute façon, il y a quoi? Il y a combien de personnes qui font un travail sur eux sur la Terre? Allez, si je suis optimiste, 20%, 25%, non, je suis vraiment optimiste. Mais tu as 80% des gens qui font un travail sur rien. Aucun. Et ça, tu les croises hein, partout, dans les boîtes, dans ta famille, dans tes couples. Et si toi, tu fais un travail sur toi, je dirais même que venir écouter une conférence comme ça, là, c'est faire un travail sur toi. S'il y a un petit déclic au cours de la conférence, ben, tu n'es pas venu pour rien. Si tu as un petit truc qui dit, ah tiens, ça, c'est peut-être que, tu vois, tu n'es pas venu pour rien.
Là, donc le masque que tu mets, quand tu vis de l'abandonnisme, je suis un abandonnique, le masque que tu mets, c'est la dépendance. Tu es souvent très dépendant. C'est la grande mode depuis 10 ans, la dépendance affective. Vous avez déjà entendu, ah lui, c'est un dépendant affectif, elle, c'est une dépendante affective. Bon, bah voilà, généralement, c'est les abandonniques. Ils ont toujours besoin d'être dépendants du regard des autres, dépendants de ce que les autres pensent d'eux, dépendants que. Voilà. Après, je mets beaucoup de bémols, parce que comme je vous dis qu'on a besoin de reconnaissance, moi je crois par exemple dans un couple, évidemment il ne faut pas être dépendante et dépendant pathologiquement, mais il y a forcément une interdépendance, parce que sinon on n'est pas amoureuse. C'est pour ça que mes profs en psychosociaux disaient toujours, l'amour c'est la seule pathologie aimable. On tombe amoureux comme on tombe malade, c'est une maladie, là elle court, la maladie d'amour. Vous la connaissez ça là, du grand Michel, le grand homme. C'est une maladie l'amour. Et c'est deux enfants intérieurs qui se font écho, l'amour. On en parle souvent chez Brigitte. Personne ne nous a jamais écouté chez Brigitte là. Vous connaissiez de nom l'émission un peu? Sur RMC. Et maintenant on est sur Sud Radio. Ah monsieur, ça vous dit quelque chose? Voilà. Ah, bah, vous connaissiez ma voix alors. Vous avez l'image. Donc, je suis à la trahison, l'humiliation. Alors, l'humiliation. L'humiliation, c'est intéressant par rapport à la confiance en soi, parce que si tu as vécu de l'humiliation quand tu es enfant, moi je ne crois pas que personne ne vive pas zéro humiliation, le masque que tu mets, c'est sadomaso. Et c'est le problème, c'est que tu as un masque de masochiste. Et si tu tombes sur un manager toxique, bah, tu vas plus malheureusement supporter ça, parce que tu as eu de l'humiliation quand tu étais petite. D'où le fait aussi que si tu as été humilié, si tu tombes sur un conjoint, une conjointe toxique, cogneur ou cogneuse. N'oubliez pas qu'une femme meurt tous les 3 jours sous le coup d'un conjoint en France, hein, quand même, on le voit à longueur de médias, hein, c'est quand même l'horreur. Bah, si tu as été humilié, tu tombes aussi sur quelqu'un qui a été humilié, mais qui lui, il cogne. C'est horrible, hein, ce que je te dis. Hein. Bah, c'est la vérité. La trahison. Il y a des gens qui ont pu être trahis. Alors, quand tu as été trahi, le masque que tu mets, c'est un masque de contrôle. Tu contrôles, tu te contrôles, tu contrôles les autres, tu contrôles tout. Et vous verrez que ce sera un des slides de la fin de la conférence où je vous présenterai quelque chose qui pour moi vaut de l'or. Et ce sera vers l'avant-dernier slide de notre conférence de ce matin. Je vous montrerai quelque chose qui est un outil énorme dans la vie. Qu'on soit chef d'entreprise, manager, responsable, un outil extra. D'accord? Ok, ça va pour tout le monde? Et il en manque une, c'est l'injustice, on est d'accord? L'injustice, le masque qu'on met, c'est la rigidité. Qui connaît des gens psychorigides? C'est comme ça, il ne faut pas que ça change. Ça fait 20 ans qu'on fait ça dans la boîte, on ne va pas bouger un petit trait. Généralement, ou dans le couple, non, on dit, alors pas au point d'être camping, hein, on va tous les gens au flot bleu, comme Jackie et emplacement machin. Et puis là, tu te rappelles l'année où il ne l'a pas? Tu as vu dans quel état il est, l'année où c'est les Hollandais qui s'y mettent, quoi. Je veux dire, mais c'est très bien fait. Camping 1, c'est génial. Il y a une sorte de sociologie là-dedans qui m'avait fait pisser de rire, moi. Voilà, donc ça c'est la 6e clé ou 5e? 5e clé de la confiance, c'est de guérir votre enfant intérieur blessé. Alors maintenant, venons-en à la 7e clé. Je fais un petit sondage là, je le fais même quand il y a 500 personnes. Qui veut mieux dans sa vie? Levez la main. Qui veut s'améliorer? Qui veut devenir une meilleure version de soi-même? Qui veut un chiffre d'affaires meilleur? Qui veut monter, progresser personnellement? Mais tout le monde. Donc la confiance a à voir avec le changement. Simplement le changement, ça ne se fait pas comme ça. Dans mon livre, Dis-toi à la pleine confiance, tu as vu, j'ai conceptualisé les 5 marches du changement. Et si tu ne montes pas ces 5 marches-là, tu ne changeras pas. Outre le fait que votre cerveau, à la base, le changement, ce n'est pas sa pente naturelle. Notre cerveau, il est plutôt conservateur. Les neurosciences nous l'apprennent, et moi je suis passionné par les neurosciences. Et puis il est plutôt feignant. Il aime bien la zone de confort, il aime bien ce qu'il connaît. Et comme en plus, toi, tu as tenté de changer, mais que parfois certaines personnes sont procrastinatrices ou procrastinateurs, étude récente, 92%, vous savez ce que veut dire procrastiner? Tout le monde, évidemment, c'est clair. Hein. C'est remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. 92% des Français se disent peu ou procrastinateurs. C'est quand même énorme, quand même, non? Pour changer, il faut monter ces 5 marches. Et je suis persuadé, moi, que pour muscler ta confiance en toi, tu dois être dans une dynamique de changement toute ta vie, quel que soit ton âge, même le jour de ta mort. Parce qu'on est vieux quand on n'a plus de projet. On est vieux, sinon on n'est pas vieux, on n'est jamais vieux. La première marche, c'est la conscientisation. Tu ne peux pas changer quelque chose dont tu es persuadé de ne pas manquer. On va passer sur France Culture 10 secondes. Socrate disait « L'ignorance a ceci de fâcheux, que les gens sans beauté, sans bonté ni science, s'en croient suffisamment pourvus. » Comment veux-tu manquer quelque chose dont tu es persuadé de ne pas manquer? Il faut déjà conscientiser que tu manques de quelque chose pour que d'une certaine manière, tu aies envie de bouger. On est d'accord? Mais ça ne suffit pas. Mais c'est la première marche. Monte un peu là, d'accord? Je passe en deuxième. OK?
Mais c'est clair qu'il faut être conscient. Or, l'immense majorité des gens dehors, je vous l'ai dit, sont inconsciemment incompétents. Ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. Tu sais comment tu les reconnais? Ils disent « je sais ». Toi, tu veux écouter une conférence sur la confiance en soi? Mais je sais, moi. L'immense majorité des gens, quand ils sont inconsciemment incompétents, comment tu les reconnais? Ils disent « je sais ». Un peu comme la chanson testamentaire de Jean Gabin, pour qui j'avais une maison à 20 ans, je disais « je sais, je sais ». À 30 ans, qui se rappelle de cette chanson? Hein? Les plus anciens quand même, « je sais ». Et à la fin, il dit « maintenant que je suis à l'orée de ma vie, je sais que je ne sais rien. Il n'y a que ça que je sais, mais ça, je le sais. » Mais l'immense majorité des gens, ils ne sont même pas montés sur la première marche du changement. Par contre, tu leur demandes s'ils veulent changer. Ah ouais, je veux changer. Tu viens, il y a un petit truc là que fait le bureau, une conférence intéressante. Pas besoin, moi. Je sais ce que c'est, la confiance en soi. Tu viens, on va au salon là, on va écouter, on va faire un stage, on va faire un coaching. Pas besoin. Je sais. Tu as 3 familles chez les inconsciemment incompétents. Tu as ceux qui disent je sais, tu as ceux que ça indiffère complètement. C'est bien tes conneries, mais laisse-moi regarder mes séries Netflix, s'il te plaît, tout le week-end sur mon canapé. Et tu as ceux qui méprisent. Tout ça, c'est des trucs de nana, ça. C'est bon pour les salons zen, c'est des trucs de gonzesse, tout ça. On s'en fout. Je suis très content parce que dans les salons, où je suis invité souvent, il y a plus d'hommes. Avant, c'était du 90-10, genre féminin que masculin. Mesdames, vous êtes quand même plus sensibilisées depuis plusieurs décennies avant les hommes à ça. Maintenant, il y a 25% d'hommes. Les hommes y viennent. Tant mieux. Monter la marche de la conscientisation, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Tu peux rester toute ta vie sur la conscientisation. Il va falloir que tu décides. On dit qu'un être humain prend en moyenne, notez-le, 20 000 décisions par jour. Le cerveau prend 20 000 décisions par jour. Par exemple, vous avez décidé de vous habiller comme ça ou comme ça plutôt que comme ça. Tu vois? En fait, tu ne prends pas des décisions, c'est 19 999 choix. Parce qu'il y a une distinction entre un choix et une décision. Un choix, c'est, bon, mettre tel truc que l'autre, ça n'a pas de grand impact sur ta vie. On est d'accord, vous avez décidé de mettre ce beau truc rouge fuchsia, tu vois. Mais c'est quand même un choix. Une décision vient du latin décidere qui dit il n'y a plus d'autre alternative. Changer de métier, j'ai décidé de changer de métier, ou changer de mec, ou changer de nana, quitter cette relation. Là, tu décides, ça a un impact plus fort sur ta vie. C'est clair pour tout le monde? C'est la deuxième marche à monter, mais ça ne suffit pas. Il va falloir que tu agisses. Et comme dit Machiavel dans Le Prince, la loi de l'action ouvre des opportunités que l'inaction aurait laissées cachées. Et beaucoup de gens, puisqu'on dit qu'ils sont procrastinateurs, c'est une chose qu'ils font, c'est qu'ils ne passent pas à l'action. Ils ne passent pas à l'acte. Alors ils ont envie. C'est un peu le personnage de Paulo Coelho dans L'Alchimiste. Il rêve son truc, il rêve, mais just do it, mec. Quand vous avez montré votre entreprise, vous avez agi. Madame, vous êtes en train de montrer votre boîte, vous agissez. Vous êtes dans la loi de l'action. Les gens, ils rêvent, mais tu sais, ils rêvent. Et tu la vois 10 ans après, il y a des filles, et puis ils disent oh, je vais le quitter, c'est l'horreur, cette relation ne me va pas, je sais pas. Tu la vois 10 ans après, elle est encore avec lui. Hein. Elle n'agit pas. Et il y a une phrase très belle du grand Jaurès, qui était l'idole de mon grand-père, qui disait dirige celui qui risque ce que les dirigés n'osent pas risquer. Pour risquer, il faut agir. Take your risk, ils disent les Américains. Tu agis. Peut-être que tu vas te planter, mais c'est pas grave. Agis 2 fois. Et d'ailleurs, tous les coachs américains, je connais bien Brian Tracy, je connais Marshall Goldsmith, ils te disent des choses très importantes. Ils te disent, agissez, agissez et échouez énormément le plus vite possible parce que c'est la Xème fois que le win arrive. Et ça, c'est américain. Nous, on plante une fois en France, t'es dead. T'es un loser, t'es une nulle et tu retentes même pas parce qu'on te met une net pocket loser. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en France, on n'aide pas les gens à être entreprenants. On ne les aide pas. C'est pour ça qu'on est un peuple qui adore le fonctionnaire. Mais moi, je les aime bien, les fonctionnaires, je les forme aussi. Hein. Simplement, comme dit mon meilleur ami qui est énarque et qui est fonctionnaire, t'es fonctionnaire, c'est quoi ton problème? Oui, fonctionnaire. Il est tranquille, peinard. Il a ses 1800 euros, 3000, 2000, on s'en fout de la thune. Mais c'est pas du prise de risque. Alors c'est génial, tu vois, parce que là, alors là, tu as largué encore énormément de monde, puis la marche action. Puis après, tu dois évaluer chaque jour par rapport à tes objectifs. Si ça va vers tes objectifs chaque jour, qu'est-ce que tu as fait pour tes objectifs? Si le mec, il veut devenir, je te dis n'importe quoi, hein, politicien, d'accord, il n'a même pas pris une carte dans un parti. Son objectif, il est à l'est, et lui, il roule tout le temps vers le sud. Mec, et énormément de gens sont comme ça, hein, à cause de leur saboteur. On va en parler dans quelques minutes, parce que je peux dire que lui, c'est le grand ennemi de ta confiance en toi. Hein. Et tu ne sais pas du tout que tu as un saboteur dans ta tête, tu ne sais pas du tout comment il fonctionne en plus. Hein. Je t'assure que c'est important, le saboteur.
C'est important. Et enfin, dernièrement, être souple. Si tu dois changer des choses, c'est pour ça que vous pouvez noter la recette magique que je vous donnerai, la potion magique à la fin, vous pouvez noter, c'est MMA. Alors, c'est pas zéro blabla, zéro tracas, quoique, tu vas voir. C'est un peu ça, c'est MMA. C'est la potion magique que je vous donnerai en toute fin de conférence, d'accord, ok? Comment tu peux monter vraiment en pleine confiance grâce à MMA? C'est pour ça que beaucoup de formateurs, coachs et du genre du développement personnel connaissent cette phrase d'Einstein qui dit « La folie, c'est de faire tout le temps la même chose et de s'attendre à des résultats différents. » Tout le monde veut changer. Hein. Tu demandes à tout le monde, tu veux plus d'argent, tu veux plus de ceci, tu veux devenir meilleur, tout le monde. Simplement, ils font tout le temps la même chose. Ils fréquentent toujours les mêmes gens. Ils vont toujours dans les mêmes endroits. Ils font tout le temps, ils sortent pas de leur zone de confort. Donc, ils ont exactement les mêmes résultats. Oser prendre des risques, agir autrement, fréquenter d'autres personnes, venir écouter à un moment donné une conférence ici alors que ce n'était pas habituel, tu n'es pas tous les jeudis matins au bureau box. Eh bien, c'est bien pour ta confiance en toi, c'est bien d'être là. Qu'est-ce qu'il y a, Amine? C'est bien. Que je dise ça, vous allez le garder dans le truc? Vous allez le mettre... on coupera au montage. Alors, la clé numéro 8, j'en ai parlé dans mon TEDx, c'est l'idée de vous fixer des défis. Autrement dit, vous challengez tous les jours de votre vie. Alors, je sais qu'il y a des socio-styles, on le verra vers la fin, donc c'est pas trop la came de se challenger. Mais ce que je peux te dire, si tu veux muscler ta confiance en toi, j'adore cette phrase, et c'est comme ça que j'ai créé un effet. D'abord parce que j'ai une admiration sans borne pour cet homme, c'est M. Mike Horn. Qui sait qui est Mike Horn? Levez la main. Mike Horn est un immense aventurier. Ce mec a risqué sa life des dizaines de fois. L'autre jour, je suis allé le voir en conférence au Grand Rex. Mike Horn, vous savez, il fait beaucoup d'émissions où il prend des stars et il les amène aussi dans des endroits, il les challenge. C'est un mec qui a traversé, il a failli mourir je ne sais pas combien de fois, la forêt amazonienne, il a fait les pôles, il a failli mourir je ne sais pas combien de fois. C'est un mec extraordinaire, Mike Horn. Et figurez-vous que, j'en ai parlé dans mon TEDx, cette phrase que j'adore, ne limite pas tes défis, défie tes limites. Il faut toujours défier vos limites. C'est ça, se challenger. Et il raconte un truc, je vous imite Mike Horn. J'adore comment il parle avec son accent de sud-africain là. Il racontait une anecdote ce jour-là, il y avait ses deux filles, sa femme est morte, paix à son âme, mais elles étaient au Grand Rex avec lui, il venait de sortir un nouveau livre, là, il y a quelques mois, l'année dernière je crois, ou il y a 1 an et demi. Et puis il parle avec son accent, il raconte une histoire de son enfance, qui a complètement à voir avec l'idée que tu dois te challenger, tout le temps. Il dit, quand j'étais la petite enfant de 6, 7 à 8 ans, c'est image comme ça, je faisais la jogging tous les matins avec la papa, ma papa. Évidemment, on s'est cassé comme Jane Birkin. Il dit, ben ma papa, qu'elle était rugbyman dans l'équipe des Springboks. Ça, je ne le savais pas. Son père était dans l'équipe des Springboks à l'époque de Mandela, qui avait gagné la Coupe du Monde d'ailleurs. Alors, évidemment, tu as compris, la petite et la papa rugbyman, je ne pouvais pas aller bien loin. Mais tous les jours, il sort quelque chose comme ça. J'avais là le craie dans mes poches. Et là où je m'arrêtais, je faisais un trait. Et je me disais, demain, j'irai un peu plus loin. Ne limite pas tes défis, défie tes limites. Si tu veux monter ta confiance en toi, va toujours un peu plus loin chaque jour. C'est l'effet Mike Horn, que vous verrez dans mon TEDx. Cessez de vous saboter pour atteindre vos objectifs. Cessez de vous saboter. Et vous savez, on ne sait pas, moi le premier, combien de fois j'ai pu saboter plein de trucs. Des histoires d'amour, des jobs, des boulots. Même ta mission de vie, parfois, tu ne l'as pas, tu ne la vis pas parce que tu te sabotes. Mais on ne sait pas quand on se sabote. C'est pour ça qu'on a besoin d'être aidé. On a besoin de gens qui sont là. Ça, c'est la clé numéro 8 des 11 clés que je voulais vous présenter ce matin. C'est-à-dire, challengez-vous. Mais vraiment, qui se challenge? Levez la main. Qui pense que vraiment qui se challenge? Vous vous challengez, madame, vous vous challengez, Marie? Ouais. Vraiment, vous aimez vous fixer des défis, vous dire, tiens, tu vas monter. C'est génial, bravo, bravo. Parce que ce n'est pas à l'image d'une majorité de gens. Oh, Catherine, c'est quelqu'un qui se challenge énormément pour sa boîte et tout. C'est extraordinaire. À chaque fois, il y a de nouvelles idées. Hein, tu te challenges, Catherine. Vous vous challengez avec votre mari dans votre entreprise? Toujours. C'est comme ça qu'on monte sa confiance en toi. Parce que si tu dis bravo, tu peux te planter, hein, 5, 10, 15, 30 fois. Pas grave.
Ça fait partie du deal, tu vois. Au moins, tu t'es challengé. Et d'ailleurs, même si tu te plantes, ça t'apporte quelque chose, vrai ou pas? Rappelez-vous la phrase de Mandela magnifique que on connaît, les coachs connaissent, hein, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Donc même à chaque fois que tu te challenges grâce à cette clé numéro 8, tu peux te planter. Eh bien, plante-toi. La fois d'après, tu vas réussir. Et ça va muscler, même tes plantages vont muscler ta confiance en toi. C'est que le mec et la nana qui a son petit truc depuis 10 ans, qui se challenge plus du tout, jamais, qui ne se fixe pas de nouveaux défis. D'abord, ça a été étudié en sciences, en neurosciences. C'est bon pour la santé mentale de se fixer des défis. C'est bon pour votre psychisme. Ne pas se fixer de défis, ça ne te réveille pas le cerveau. On fait Stade de France? On fait Stade de France. Il y en a à foutre. Mon rêve, c'est, là quand je revoyais Mike Horn, là, il y a 1 an et demi, c'est avec tout mon centre de formation qu'on ait assez de monde dans nos communautés pour que je puisse remplir le Grand Rex. Ça, c'est un de mes goals dans mon vision board, dans mon tableau de visualisation. Il y a Christophe Médici qui a coupé la tête de, je sais pas, de Tony Robbins, et à la place, puis il y a 8000 personnes devant lui, et je suis à la place de Tony Robbins. Bon, moi, pour l'instant, je fais que des salles de 400, 500, 600 places, 700 places, mais il n'y en a pas 6000, comme dans le Grand Rex. Et je ne veux pas être comme Depardieu à la fin de quand j'étais chanteur. Quand il arrive dans les coulisses où il y a Christophe, le chanteur, il dit « Alors, c'est toi qui vas chanter ?» Simplement, Depardieu, il arrive. Alors, posez-vous la question par rapport à sa mission de vie, parce qu'il a chanté que dans les baloches et que dans les boîtes de nuit, 40 ans ou 50 ans d'affilée, et qu'il a vu ce film quand j'étais chanteur avec Cécile de France. Chef-d'œuvre sur la mission de vie et te challenger. Et il arrive sur la scène du Zénith, vide, parce qu'il va chanter en première partie de Christophe, paix à son âme. Vous savez ce qu'il fait, Depardieu? Il se barre. Il se barre. Vous avez jamais vu quand j'étais chanteur avec Cécile de France? Parce qu'il a fait que 40 personnes dans des boîtes de nuit pendant 50 ans. Est-ce que ça arrive trop tard? Ou est-ce que c'est pas sa place, un zénith? Chacun sa dimension. Tu as des mecs faits pour le départemental, d'autres le régional, d'autres le national, d'autres l'international, d'autres connus dans le monde entier. Tous les bateaux ne sont pas faits pour faire la route Rome. Levez la main si vous me suivez. Tous les bateaux ne sont pas faits pour franchir le Cap Horn. Tu as des bateaux, ils sont faits pour cabotiner à 100 mètres entre Saint-Tropez et Saint-Raphaël. Je parle des humains là. Donc c'est le problème aussi au niveau de la pleine confiance. Et ça, j'en veux un peu. Alors là, je redeviens français. J'en veux un peu à mes potes québécois et américains, mais eux, c'est pour faire des millions de dollars. Donc ils ont raison d'en fournir 10 000 personnes et de prendre 2 millions de dollars les week-ends. Ils ont raison au niveau du business. Simplement faire croire à tout le monde qu'il est fait pour franchir le Cap Horn, c'est pas vrai. Aider les gens à aller jusqu'où ils peuvent, virgule, et un peu plus, disait Wilhelm Reich. Mais tu dois conscientiser ce dont est capable la personne. Tu vois, je veux dire, tout le monde n'est pas fait pour faire le Cap Horn. C'est pas vrai. Tout le monde n'a pas le bateau pour ça. C'est pas vrai. Regardez, je suis conférencier professionnel. On est d'accord? Mais comme je fais des formations dans l'entreprise de Catherine, quand on me dit, bah, il y aura une dizaine, quinzaine de personnes qui viendront, mais je suis là, je m'en fous. Et je vous donne autant que quand tout le week-end, là, vendredi, samedi et dimanche, à Paris, là, au Salon du Bien-être, j'avais 300 personnes devant moi. Je n'ai pas la même énergie, je mets pas le même truc, je ne mets pas la même aura, je ne monte pas en charisme, mais je suis là. C'est ça la Ligue 1. Il faut être capable de sandwich comme de grande gastronomie. Est-ce que c'est clair l'histoire de l'effet Mike Horn? Levez la main, ça a été clair ou pas? Notez si vous avez des questions, parce qu'on passera à la fin, quand j'aurai fait les 11 clés et la potion magique, à un moment de questions. Alors pendant les stages à la haute qualité relationnelle pleine confiance, on travaille les rituels optimaux de confiance. Ça, la 3 clés, il y a 2 des 11 clés là. D'abord, bien s'entourer pour augmenter ses standards. Augmenter ses standards au Québec, ça veut dire augmente tes prétentions. Augmente ce que tu veux de plus dans la vie. Mais si vous saviez comme votre cercle de qualité relationnelle est hyper important, si tu fréquentes des gens... D'abord, savez-vous que votre vie ressemble à celle des 5 personnes que vous aurez fréquentées le plus souvent? Ça a été étudié, ça, par des psychothérapeutes. Et elle ressemble au niveau de tes finances, au niveau de ta vie relationnelle, au niveau de ta vie amoureuse, au niveau de ta famille, au niveau de presque tout. Ta vie, elle ressemble vraiment aux 5 personnes que tu fréquentes le plus. Simplement être capable de s'entourer, c'est que ton capital relationnel, on dit que monsieur tout le monde, notez-le, aura noué 10 000 relations dans toute sa vie. Une relation dans la méthode haute qualité relationnelle, qui est ma méthode, une relation c'est une histoire qu'on se raconte avec une personne. Donc comme disait mon ex-prof Jacques Salomé, on n'est pas 2, on est 3. Il y a je, il y a tu et il y a la relation. Et une relation, vous en êtes toujours co-auteur, co-scénariste. Mais si tu veux changer, augmenter ta confiance en toi, il faut que tu changes parfois de relation, en tout cas que tu nourrisses
de plus en plus ta vie de relation avec encore plus de gens. Enfin, tu vois quelqu'un qui fréquente les 10 mêmes personnes, une autre qui en connaît 50, une autre qui en connaît 100, une autre qui en connaît 200 et 300. D'après toi, qu'est-ce qui est mieux? On connaît 300 ou on connaît 5? Tu es d'accord? Plus tu montes, mieux c'est. Et surtout, comme qui se ressemble, s'assemble, fréquente des winneuses et des winners. Fréquente des gens enthousiastes. Fréquente des gens qui font quelque chose de leur life, s'il te plaît. Parce que si tu veux muscler ta confiance en toi et que tu as que des gens qui sont à l'ouest, ça va pas être simple. Hein. Si tu as que des gens vampires relationnels qui sont endormis, qui te pompent ton énergie mais qui ne te donnent rien, pour ta confiance en toi, ça va pas être simple. Donc soyez attentifs à qui vous entoure. Une phrase très belle du rappeur Wiz Khalifa qui dit « Certaines personnes rendent ta vie meilleure en rentrant dans ta vie, alors que d'autres rendent ta vie meilleure en... » Si c'est des relations toxiques, vous savez que je suis spécialiste, on va parler des personnes toxiques et de la confiance en soi en quelques minutes, hein, eh bien dégage-les-moi de ta vie. Alors tu vas me dire « Ouais, mais c'est pas simple si c'est ma famille d'origine, Christophe Médicis, comment je fais ?» Eh oui, dans les cercles de qualité relationnelle, parfois c'est pas simple. À toi de prendre la bonne distance, savoir combien de temps tu vas passer avec ces personnes-là. Mais ce qui est sûr, c'est que votre confiance en vous, elle est aussi déterminée par qui vous fréquentez. Elle est déterminée aussi par votre force de persuasion et votre force de conviction. C'est ce qu'on appelle l'assertivité. J'ai une bonne nouvelle pour vous, ça se travaille. Ça se travaille, ça. Hein. Par exemple, ça se travaille notamment en... Catherine, on a formé aussi certains de vos stagiaires là, à ça, par les méthodes de communication, notamment la PNG. Moi, j'ai été formé par Joseph Messinger en programmation neurogestuelle. Il y a quelque chose qu'on appelle les gestes de la confiance en soi. Il y a les postures de la confiance en soi. Ça passe par le non-verbal aussi, la confiance en soi. Ça passe par le vocal, la confiance en soi. Il y a ce que Albert Mehrabian, le plus grand psy américain des années 70 à Harvard, a dit que quand tu communiques avec des gens, tu as 3 canaux, le V, le V et le V, le visuel, le vocal et le verbal. Au stable HQR, on vous apprend que dans le visuel, qu'est-ce que c'est le visuel? C'est ton look, tes postures, tes gestes, ton visage. Vous savez combien c'est de pourcentage de passé, ça, sur 100% d'un message? Le visuel. Deuxième chose, c'est le vocal. C'est tout ce qui touche à ta voix. Moi, je suis éberlué. Levez la main, levez la main ceux qui n'aiment pas tellement leur voix. Levez la main. Vous n'osez pas? Parfois, tu poses une question dans un groupe de formation, tu as les 2/3 du groupe qui disent « Ah, moi, j'aime pas ma voix ». Là, il y en a 2-3 qui ont osé le dire, le seul peut-être qui n'aiment pas leur voix, ils ne le lèvent pas. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas leur voix, qui aiment sa voix. C'est bien, formidable. Vous avez une saine estime, mais je peux vous dire que statistiquement, dans beaucoup de groupes, quand on en arrive à parler du vocal, la voix, c'est quoi? C'est tout ce qui touche à la diction, l'articulation, la pose de voix, la scansion. J'ai fait 11 ans de théâtre, entre 20 ans et 31 ans, donc on en faisait des ateliers de diction, d'articulation, de pose de voix, tu vois. Et donc, d'une certaine manière, je crois que la voix que les gens entendent dans leur tête, leur voix n'est pas la voix que les autres entendent. Parce que je suis éberlué de voir combien de gens lèvent la main en disant « j'aime pas ma voix ». Mais vous avez, tout le monde a une voix magnifique. Parce qu'une voix, c'est une signature de l'identité de votre être, donc c'est une partie de vous. Et enfin, le dernier, c'est le verbal, c'est le discours proprement dit. Alors, vous voyez, je vais vous faire sur 100% d'un message que vous passez, que ce soit au travail, avec vos enfants, avec votre mari, avec vos amis. Ça, c'est 100% de votre communication. Eh bien, notez ce que Mehrabian avait trouvé à Harvard dans les début des années 70. Le visuel, c'est 55% du message passé. Le vocal, c'est 38%. Et le verbal, c'est juste 7%. C'est la fameuse règle des 55, 38, 7. C'est-à-dire que, mes chers amis, apprenez la programmation neurogestuelle si vous voulez augmenter votre confiance en vous. Et apprenez à jouer avec votre voix. Passez de majeur en mineur, de majeur, c'est ça, en mineur. Modulez, parlez lentement. Regardez comme les professionnels de la prise de parole, ils vont parfois scander une phrase en scandant chaque mot. Je veux vraiment que la France s'en sorte. Puis après, il laisse un silence. Les gens t'écoutent parce que tu laisses des silences. Alors, si tu n'as pas confiance en toi, tu ne vas pas laisser des silences. Alors, c'est vrai que moi, j'ai un socio-style qui parle très, très vite. Et que parfois, des stagiaires en cours de stage, dès le début, ils te font « C'est bien, Christophe, mais c'est un peu rapide. » Parce qu'en plus, on n'a pas le même tempo-rythme. Il y a des gens qui ont un tempo-rythme plus rapide, d'autres plus lent. Vous aviez remarqué ça, hein? Et entre nous, qu'est-ce qu'on nous apprend à l'école? On nous apprend des choses sur le verbal.
sur le vocal walou, et alors sur le non-verbal, comme disaient Messinger, vos gestes, vos postures. Là, vous me parlez autant avec moi que moi avec vous, par votre non-verbal, le visage que vous faites, les gestes, les postures que vous avez, si vous êtes mains croisées, jambes croisées, ce que fait votre visage, votre regard, je sais ce que vous pensez dans votre tête, chacun. L'état dans lequel vous êtes, émotionnel. Ça, c'est mon métier. Je sais décoder en programmation neurogestuelle et en stage, je vous apprends à le faire. Je vous apprends à apprendre les gestes de la confiance en soi, à apprendre la force de persuasion. Et convaincre et persuader sont deux choses très importantes pour la confiance en soi, mais qui ne sont pas tout à fait la même chose. Vous savez que ce n'est pas la même chose, convaincre et persuader? Sandra et Isabelle sortent de ma conférence au Salon du Bien-être. Les deux se sont inscrites à mon stage de mi-mars. Sandra a dit, tu sais pourquoi j'ai écouté Christophe Médici dans Savoir gérer les personnes toxiques au travail, là. Oh, je suis persuadé que tout ce qu'il dit, c'est juste. Et je m'inscris à son stage de 2 jours parce que je suis persuadé. Mais dis-moi, pourquoi alors? Lui demande Isabelle. Je ne peux pas t'expliquer. Je suis persuadé. Le cerveau qui la persuade, plutôt le cerveau droit, le cerveau de l'intuition, le cerveau des émotions aussi, le cerveau limbique. Et l'autre, elle s'est inscrite aussi, Isabelle, mais elle dit, moi, ses arguments et tout ce qu'il a dit, ça m'a convaincu. Toutes les recherches qu'il a faites depuis 20 ans. Et quand il a dit ça à tel moment, et quand il parle de tel outil, là j'ai parlé plutôt à son cerveau gauche. Et elle va pouvoir expliquer, Isabelle, ben, ce qui m'a convaincu, c'est qu'ils disent qu'il y a peut-être personnes toxiques, que l'enfant intérieur, ça doit le guérir, que ça, ceci, cela. Vous voyez la différence? Et pour être quelqu'un de très assertive, pour avoir plus de clients, de clientes, pour avoir plus de clients, de clientes, pour avoir ce que vous voulez en expansion dans quoi que vous vouliez, qu'on soit artiste ou n'importe quoi, il faut être convaincante et persuasive. Il faut être convaincant et persuasive. On ne fait pas beaucoup en France. C'est-à-dire, il y a des obstacles, mais je vais me les coltiner et je vais les dépasser. Alors, c'est un geste violent, agressif, en non-verbal, qu'on ne fait pas beaucoup en France, que les Américains font beaucoup. Vous l'avez déjà vu, ce geste, hein? Tac, on ne le fait pas en France, c'est violent, ça paraît agressif, tu vois. Et pourtant, ça veut dire, oui, il y a des obstacles, mais je n'ai pas peur des obstacles. Parce que la vie, ce n'est pas un lit de rose. Hein. La vie, c'est effectivement des combats à mener. On préférait que ce soit autre chose. Il nous reste une dernière clé. On a vu la clé numéro 10, qui est la force de persuasion. Et après, je vais vous faire une conclusion. Voici les 19 clés de ma méthode qui sont protégées à l'INPI et labellisées. Après plus de 3000 entretiens, c'est la méthode haute qualité relationnelle à laquelle je forme depuis 2009. Mais ce n'est pas ça la 11e clé. La 11e clé, c'est la fréquence du succès. Moi, je suis passionné par tout ce qui touche le mouvement. Qui a déjà entendu parler de la loi d'attraction? Levez la main. Bon. C'est une des 7 lois de l'univers du Kybalion. Le succès, tu ne vas pas à lui, il vient à toi. Mais ça se travaille. Et ce n'est pas la loi d'attraction école maternelle type le secret de Rhonda Byrne. C'est qu'il faut faire de la reprogrammation de ton cerveau pour changer d'état vibratoire. Pour changer de taux vibratoire, il faut te mettre au niveau du cerveau quantique. Il faut te mettre au niveau de tes rêves. D'abord, quand vous avez levé la main pour dire que vous avez écrit vos objectifs, il faut les designer, vos objectifs, les désigner par des images. Faire chez vous un tableau de visualisation. Qui a déjà fait un tableau de visualisation chez lui? Ah oui, mais vous êtes coach, alors évidemment. Un vision board. Il faut que tous les jours, ton cerveau, il voit ce que tu veux atteindre. Puis après, tu l'enlèves. Quand il est fait, tu l'enlèves. T'en mets un autre. Si tu veux te voir avec une boîte plus grande, tu te mets avec un plus grand bureau et puis plus de chiffre d'affaires, de l'argent. Tu veux de l'argent, tu mets de l'argent. Il y a la fréquence du succès et le cerveau, il est incroyable. Parce que moi, je vais vous donner un exemple parmi des millions que dans certains objectifs que j'atteins. Je vous ai dit que j'ai fait un TEDx l'année dernière. Mais vous savez que TEDx, c'est pas toi qui le demande, le TEDx. Hein. Tu peux pas te sonner, dis bonjour, je suis conférencier, un conférencier professionnel, je veux faire un TEDx. Ça marche pas comme ça. Hein. C'est des organisations du TEDx qui un jour appellent des gens en disant « Monsieur, on aime bien votre travail, est-ce que vous voudriez venir faire un TEDx, être un speaker ?» Et c'est les JO, c'est les championnats du monde des conférenciers. Quand tu es TEDx, non mais je rigole pas, c'est super bien. Non mais vous saviez ou pas, vous connaissez TEDx? Regardez, il y en a des géniaux, tapez YouTube, et tu as dans le monde entier des TEDx sur tout type de sujet, et c'est génial. Il y en a partout, dans tous les pays du monde. Mais ça a été créé aux États-Unis. Pas surprenant. Ouais, mais maintenant il y en a en France, il y en a. Alors ça se fait à l'Olympia, ça se fait là c'était à Centrale Supélec. Mais ce que je voulais vous dire par rapport à la fréquence du succès, c'est en quelle année j'avais mis ça, le logo TEDx sur un de mes vision boards? En quelle année? Mais ça devait être en 2017, en 2016. Tu te rends compte que tu ne sais pas quand ça arrive. Hein. Parce que quand on m'a appelé, moi, au mois de février de l'année dernière, ben, j'étais tout content, mais je me dis, purée, ça marche alors, de demander,
d'avoir une confiance énorme, une foi énorme dans le fait que ça arrive. Parce qu'en fait, quand tu demandes à l'univers et quand tu fais vraiment le travail, ça arrive. Ça va pour tout le monde? Alors avant de conclure et que vous me posiez 2-3 questions, comme ça j'aurais fait quelque chose de pas trop long, je vais vous montrer quelque chose qui est pour moi très important. Levez la main ceux qui voient ça pour la première fois. Levez la main. Ceux qui découvrent ça pour la première fois. Levez la main. Qui voit ça pour la première fois? Vous savez, j'étais à Purpan à Toulouse l'autre jour, il y avait 800 chirurgiens, ils ont tous levé la main. Donc je veux dire, on est en 2023, quasiment tout le monde lève la main. Ça s'appelle les sociostyles. Il y a 4 familles de sociostyles sur la Terre. C'est M. William Marston qui a créé ça. Ça vaut de l'or quand tu es formé à ça. Et pendant mon stage, je vous forme à ça pendant 1 à 2 demi-journées sur les stages de 2 jours. Et je peux vous dire que quand tu es formé à ça, ça change ta vie. Que ce soit pour ton business, que ce soit pour ta relation avec tes collègues, quand tu es manager ou tes équipiers. Bref, ça change une vie, les sociostyles. M. William Marston était un génie. Il s'est rendu compte qu'il y a 4 profils de... Et d'ailleurs, dans notre salle, là, il y a les 4 profils y sont. Il y a 4 familles de communicants sur la Terre. C'est les styles de communicants, d'accord, ok? Par exemple, il y a les jaunes. Alors les jaunes, c'est les promouvants. Ils sont très expansifs, ils parlent facilement. On les trouve beaucoup dans les métiers des showman, des performeurs, des animateurs télé, des comédiens. Le promouvant, il promeut, c'est un soleil. D'après vous, votre conférencier, il est quelle couleur? Jaune. Je suis un promouvant. Mais toi, tu as fait le stage, donc tu te tais. Laisse-les découvrir. Toi, tu connais parce que tu as fait le stage grâce à Catherine Maring, d'ailleurs. Tu t'en souviendras toute ta vie. Les jaunes, alors 2 règles de base, avant que je vous les détaille par rapport à la convention sociale. Il n'y a pas un sociostyle mieux que les autres, ils sont juste différents. Et on a les 4 en nous. Mais depuis l'âge de 3 ans, comme disait un de mes stagiaires de la semaine dernière, tu as une pâte à pizza, tu as un sociostyle de base qui sera toujours ton sociostyle. Ça sera toujours ou une jaune, ou une verte, ou une rouge, ou une bleue. Et pourquoi je connais votre sociostyle à toutes et tous, là, depuis que vous êtes arrivés là? Parce qu'avec ma clé observation, il y a un non-verbal tellement carabiné de chacun des sociostyles, que je connais le sociostyle, par exemple, de toi, Marine, de la dame, de toi, je vous les connais. Et vous serez capable, si vous faites le stage en 2 minutes, de distinguer le sociostyle de quiconque, avec une marge d'erreur uniquement de 20%. Et ça, comment ça aide dans les boîtes? Ils en raffolent quand je les forme à ça. Ça change tout. Ça, c'est ça l'écologie relationnelle. C'est ajuster au sociostyle de l'autre parce qu'on n'a pas les mêmes attentes. Regarde, je suis un jaune, donc je suis promouvant. Quand tu as des bleus dans la salle, alors le bleu c'est nananisant, le bleu il est froid, il a un visage glabre, il ne montre jamais ses émotions, il te regarde avec un visage c'est plutôt triste, pas de bruit, pas de mouvement, peu de gestes. Et depuis le début de la conférence, même s'il y a 5000 personnes, il fait « mais qu'est-ce que c'est que ce zozo ?» Pas sérieux, pas sérieux. Il est sérieux monsieur, il est psychosociologue lui, il a écrit 19 livres, on est sérieux monsieur. On est sérieux quand on... Ah, parce que tu aurais un conférencier bleu, le mec il aurait mis des barrières, là, des bons bureaux. Bonjour madame, cessez de rire, ça me dérange énormément, s'il vous plaît. Je suis Christophe Médici, psychosociologue, bac plus 250. J'ai écrit 19 livres, il y a une propédeutique et je vais vous parler de la confiance en soi. Ça, c'est un bleu. Et en France, être bleu, c'est être sérieux. En France, jaune, clown. C'est Cyril Hanouna. On fait tourner les serviettes, là. Hein, c'est, on fait tourner les serviettes. Pas sérieux, il est pas sérieux, lui. Il fait le show, là. Tu vois, alors que les conférences à l'américaine, à la québécoise, quand on est au Québec et qu'on fait des conférences, ils vont se dire, ouais, si tu fais pas ça, ils disent, putain, pas bon ce conférencier, elle est pas bon, me se fait chier. Hein. Le bleu, depuis le début, il me regarde avec une tête froide, en me faisant la gueule. Genre, m'en fous, moi. Je sais. Ça m'intéresse pas. Je sais tout ça, moi, je sais. Alors, les bleus, tu les trouves chez les comptables, chez les juristes, chez les hauts fonctionnaires et tous les fonctionnaires, beaucoup de bleus, beaucoup de bleus. Tu les retrouves chez tous les métiers. Alors attention, hein, j'ai dit 2 règles de base, il n'y a pas un sociostyle mieux que les autres, c'est très bien d'être bleu aussi bien que d'être jaune, hein, d'accord? Je fais ça pour caricaturer. Et dans mon livre sur les personnes toxiques, tu as des gens toxiques jaunes, des gens toxiques bleus, des rouges et des verts. Hein. Alors les verts, il y en a plein les salons du bien-être. Les verts, c'est les facilitantes, c'est les gentils, les verts. Les verts, quand on veut les caricaturer, on les appelle oui. Tu les trouves chez les infirmiers, les gens du soin, tu les trouves chez tous les gens dans la relation d'aide, les enseignants, tu les trouves chez les assistantes de direction. J'adore les vertes, moi, j'adore les verts. Ils sont gentils les verts, mais le problème c'est que c'est les rois et les reines des faux oui. Parce que comme ils ont peur du conflit, ils détestent les conflits, ils ont plutôt une propension à dire oui tout le temps, partout et tout le temps à tout le monde. Simplement, il ne faut pas toujours dire oui, parce que parfois quand tu fais un faux oui, tu dis oui à quelqu'un alors que tu désires lui dire non, c'est à toi que tu dis non. Et c'est très mauvais pour ta confiance en toi. Tu comprends, hein? C'est très mauvais pour ta confiance en toi. De dire oui tout le temps. Tu vois ce que je veux dire?
Et les verts, tu les trouves aussi chez les thérapeutes, les gens de nos métiers, les coachs. Les verts, ils sont très dans l'aide, dans l'empathie. Ce sont des gens qui ont énormément d'empathie, les verts. Imagine, tu es assistante de direction verte et tu tombes sur un rouge. Un contrôlant, une contrôlante. Un manager rouge. Trump, Sarkozy, Mélenchon. Rachida Dati, Ségolène Royal, le rouge, vif. Ah, il est pas gentil, monsieur Rivard, il est pas gentil. Ben oui, c'est un rouge. Je peux vous dire, mes amis, que moi, j'ai 2 enfants. Ça, on devrait nous l'apprendre en CE2. Levez la main si vous me suivez. Or, les gens, partout où je suis, tu as 98% d'une salle qui voit ça pour la première fois de leur vie. À mon stage, tu fais ton test, tu sais quel est ton socio-style. J'ai 50 polycopies sociostyles parce que je me suis formé aux États-Unis et j'ai connu les plus grands spécialistes des sociostyles. Dont la titre d'une des méthodes s'appelait « Pourquoi l'autre est si con ?» L'autre, il n'est pas con, il est bleu et toi, tu es jaune. Ou il est jaune et toi, tu es bleu. Alors, ceux avec qui on a le plus de mal, évidemment, c'est en diago. Les jaunes avec les bleus, Dieu sait c'est le nombre de profs bleus qu'on a eu. Bonjour, toute la scolarité. Hein. Bonjour, je suis monsieur de Ranvers, je vais être votre prof de mathématiques. Oh, comment je vais me faire chier avec lui. Dès la première minute, tu te dis ça, vrai ou pas? Oh là là. Les rouges avec les verts avec les rouges. C'est pas simple. Mais tu vas me dire pour les couples, alors comment on fait? Eh bien, dans mon livre sur le couple, je te montre toutes les correspondances possibles. Tous les couples sont jouables. On peut être un couple complémentaire, mais on peut être un couple qui se ressemble. Ça peut être très bien un couple jaune. L'autre va lui apporter du bleu, l'autre du jaune. Mais attention, il y a une part sombre, une part lumineuse pour tout. Simplement, d'abord, petit test en conclusion, avant de vous donner la formule magique. Il y a ce style majoritaire en France. D'après vous, lequel est le plus nombreux dans notre population? Qui dirait quoi? Ceux qui connaissent, qui ont fait mes stages, ne disent rien, évidemment. Tu dis rien. C'est pas 25 dans la population française. Quelle couleur tu dirais? Marie, vous diriez quelle couleur? Alors, vous diriez vert. Vous, madame, vous diriez... Quel est votre prénom? Sandra. Je dirais les deux, bleu et vert. Bleu et vert, presque les plus importants. Catherine, tu sais, toi. Donc, madame, vous diriez quelle couleur? Aussi bleu et vert, je pense. Les bleus et verts. Moi, je dirais le rouge. Vous diriez que c'est les plus nombreux, les rouges. Madame? Moi aussi. Vous diriez que les rouges sont les plus nombreux, les contrôlants. Madame? Bleu et rouge. Monsieur? Le rouge. D'accord, je crois que là-bas, ils ont fait mes stages. Alors, notez, parce que là, vous allez être très étonnés. Il y a un socio-style qui est vraiment beaucoup plus important dans notre pays. Je vous donne les stats des 4 familles. 40%. Quand tu croises 10 personnes, tu croises 4 bleus. On est un pays archi bleu, corseté par 600 000 textes de loi, la préfectorale. Monsieur, il faut le dossier B52.3, vous êtes 52.2,5. Au revoir, monsieur. Monsieur, le bureau ferme à 16h, c'est le sketch de Danny Boone. Hein. Il est 16h02, un demi-guichet à la poste, là. C'est Danny Boone. Tu te rappelles, le sketch, hein, un demi-guichet. T'as vu mes chaussures? Quoi, vous voulez, monsieur? Mais c'est la France, ça. La France est très bleue. Ensuite, deuxième score, les verts, ils sont 26%. Ensuite, les jaunes, on est 24% les verts. 22%. Et regardez les rouges. Ils ne sont que 14%, mais ils trustent 90% des rôles de pouvoir. C'est-à-dire que le rouge, il veut toujours mieux que toi, au-dessus de toi, avant toi, au-dessus de toi, plus de thunes, la plus grosse voiture, être en haut de l'organigramme, être le ministre, être le député, être le PDG, avoir le gros salaire. Ça, c'est les rouges. D'ailleurs, en termes de confiance en toi, d'après vous, lequel le premier? Moi, père rouge, mère rouge, frère rouge, un seul jaune, qui dit en quoi tu crois? En moi. Ben oui, Marie. Le rouge. La rouge, elle croit en elle. Là, je me mets sur ma boîte rouge. Je t'ai dit, il y a un visuel, vocal, verbal, symptomatique. Là, je connais votre socio-style à toutes et tous. Parce qu'il y a un socio-style symptomatique, un non-verbal qui est typique de vert, qui est typique de bleu, de jaune. Jaune, c'est un soleil. Tu te fais jamais chier avec les jaunes. Certains bleus, c'est passionnant parce que c'est des gens qui savent beaucoup de choses, mais parfois demain, passer à la photocopieuse quand même. Hein. Quant au rouge, quand on parlait des défis et de la confiance en toi, le rouge, ça c'est eux. On se challenge, on se défie, on challenge. Je crois que tu es rouge, hein, Catherine. Ils se challenge, les rouges, ils se trouvent des défis. Ça c'est pour muscler sa confiance en toi. Je vous conseillerais
de muscler votre rouge. Parce que c'est bien le socio-style. Maintenant, je vous ai dit, il y a un atout majeur qu'on travaille pendant le stage. Et la recette miracle, et on conclura, il reste 3 minutes par 2-3 questions, on les pose. C'est libérer votre cerveau de son saboteur. Le grand ennemi de notre confiance en nous, c'est notre saboteur. C'est vraiment juste important. Parce que vous avez un saboteur dans votre tête, simplement il fonctionne, j'ai pas le temps là, il faut faire une conférence entière, avec multifacettes. Et un saboteur de jaune, c'est pas la même chose qu'un saboteur de verte, c'est pas la même chose qu'un saboteur de rouge et qu'un saboteur de bleu. Je fais une correspondance, toute la dernière partie du livre, entre les équipages, comme si tu avais une voiture dans ta tête, qui est pilote, qui est copilote, qui est l'ado et qui est l'enfant. Si un jour vous voulez venir faire un stage à la HQR, vous apprendrez tout ça. Et en plus, ça peut être pris en charge par vos droits à la formation. Ça vaut le coup quand même. Hein. OK? Alors, en conclusion, je vous avais dit la formule magique. Je vais vous la donner. En fait, si tu veux vraiment bouger les choses, c'est MMA. La première chose, c'est une méthode. Je ne crois pas que tu avances dans ta boîte, que tu avances dans tes projets intellectuels, financiers, business, amoureux, si tu ne te construis pas une méthode. La méthode, c'est important parce que ça vient du mot grec méta, odos, le chemin qui te mène un peu plus loin. Ensuite, il faut une motivation, c'est le deuxième M. Une personne qui n'est pas motivée dans sa vie, et Dieu sait si je vois des gens en CDD, alors ce n'est pas en contrat à durée déterminée, mais c'est en cycle de démotivation. Beaucoup de gens sont démotivés dans leur life. C'est pour ça qu'on dit que moi je suis un motivateur avec mes stages en tant que formateur, parce que j'aime aider les gens à changer, à se remotiver. Et A, c'est un accompagnement. Toute seule et tout seul dans ton coin, c'est moins simple que de faire une formation, que de faire des coachings, que de faire des thérapies. Voilà. Alors, si vous voulez venir un jour à un stage, je vous ai mis vous mettrez nom, prénom, mail là. Hein, je fais des stages à Metz. J'en ai un, notez-le, à Metz le mercredi 26 avril, toute la journée dans un hôtel où j'apprends les socio-styles, la confiance en moi et j'apprends la méthode HQR pour gérer les personnes toxiques. Si un jour vous voulez venir, il y a des droits en formation. Je fais un centre de formation Calliope, donc c'est intégralement pris en charge par votre droit à la formation. Vous savez que vous cotisez, même quelle que soit la boîte, quel que soit le secteur d'activité. Donc si un jour vous voulez venir, vous laisserez vos coordonnées et vous pouvez venir dans 2 mois. Est-ce que vous voulez... Je vous remercie déjà de votre attention. Merci beaucoup. Merci.